Je voudrais remercier Monsieur le Haut-Commissaire de m'avoir invité, de m'avoir fait l'honneur de présider cette table ronde. Je voudrais lui dire aussi toute la considération que j'ai pour l'effort de prospective qui, sous la haute autorité de Sa Majesté le Roi, s'efforce de regarder l'avenir. Et je pourrais ajouter sur un mode plus léger que le marin que je suis ne peut qu'être satisfait qu'on fonde ce colloque sur un espace maritime. Alors, avant de passer la parole aux éminents intervenants de ce panel, je voudrais revenir, puisque tout à l'heure vous m'avez privé de mon intervention, je pourrais d'ailleurs vous en remercier, je voudrais revenir sur quelques points. Qui sont d'abord que quand on veut essayer de regarder la situation mondiale aujourd'hui et ce qu'elle sera à l'issue de cette crise, il y a une difficulté parce qu'il faut que nous prenions à la fois en compte ce qui préexistait à la crise et ce que la crise a apporté de nouveau et bien sûr avec l'incertitude même de cette crise elle-même. Je voudrais dire que la crise se traduit par une aggravation d'un certain nombre de situations, notamment une situation géopolitique, qu'elle est un révélateur des dysfonctionnements qu'on peut constater dans le monde et que, espérons-le, elle apportera des changements positifs. Elle pourrait apporter des changements qui ne le soient pas, mais espérons que ceci sera positif. Nous avons centré tout à l'heure, enfin la première table s'est centrée sur beaucoup des aspects économiques, financiers, sociaux. Je pense qu'il ne faut pas oublier, c'est la première chose importante que je voudrais dire, que les situations politiques peuvent amener des changements très sérieux quand on pense à ce qui se passe avec la Corée du Nord aujourd'hui, ou le conflit au Proche et au Moyen-Orient, l'avenir du Pakistan, etc. Il y a aujourd'hui beaucoup d'incertitudes sur la situation géopolitique mondiale qui font qu'à côté de la crise économique, subsistent des crises géopolitiques qui, elles, peuvent à tout moment faire repartir la crise. Imaginons à un instant, par exemple, que le détroit d'Ormuz soit fermé à la suite d'une intervention sur l'Iran. Évidemment, à ce moment-là, si nous avions commencé à sortir de la crise, nous courrons le risque d'y entrer à nouveau. Alors, il y a plusieurs points qui n'ont pas été évoqués. Sur l'Europe, je dirais que la situation politique sur le continent européen est à peu près stabilisée, même si on a pu craindre une forme de retour à la guerre froide à cause de ce qui s'est passé entre la Russie et le reste du continent, à propos notamment de la Géorgie, mais également des antimissiles, etc. Mais je pense que la crise a peut-être aidé à ce que cette situation, en fait, cette tension s'atténue. S'agissant de l'Union européenne, elle est évidemment en difficulté politique, on voit bien, et économique. On voit bien les problèmes qui se posent et les élections qui vont intervenir montrent qu'il est assez difficile d'intéresser clairement les opinions européennes, les opinions des pays membres à cette élection. Je dirais qu'il y a un point qui mérite quand même d'être regardé, c'est que, au fond, les pays de la zone euro ont probablement mieux résisté que les autres. Le dernier point à propos de l'Europe sur lequel j'insisterai, c'est celui du retour de la France dans l'organisation intégrée de l'OTAN. Je pense que ceci était inscrit dans l'histoire. Nous ne sommes plus du tout à l'époque où le général de Gaulle prenait les dispositions qu'on connaît. Je crois que c'est assez important parce que c'est en même temps la constatation qu'on a faite des deux côtés de l'Atlantique qu'aujourd'hui, il n'y avait pas d'organisation ni de pays qui soit capable de gérer les affaires du monde seul et qu'il fallait trouver les voies de la coopération. Et la France,
en rentrant dans l'organisation militaire, a supprimé une zone de confrontation qui était certainement très, très regrettable, et je crois qu'il faut en rendre hommage au président Sarkozy. S'agissant de la Méditerranée, je pense que la situation n'est pas tout à fait satisfaisante. Bon, on avait le processus euro-méditerranéen, il a eu des résultats mitigés, mais ce processus, on a voulu le relancer très heureusement avec l'Union pour la Méditerranée. Malheureusement, la crise est arrivée d'une part, la tension, le regain de tension au Proche-Orient d'autre part, font que aujourd'hui on peut être préoccupé sur l'avenir. Mais je dirais les idées sont lancées et je pense qu'il était heureux qu'on essaie de repartir sur des bases modifiées. Un point en particulier qui touche le Maroc, c'est évidemment la situation de l'Union du Maghreb arabe qui aujourd'hui est politiquement difficile et qui est un obstacle d'une certaine façon au progrès en Méditerranée. Plus généralement, et d'un point de vue géostratégique, je dirais que le centre de gravité du monde, c'est une image que je voudrais donner, qui était sur l'Atlantique pendant la guerre froide, se déplace vers l'Est. Il est, me semble-t-il, aujourd'hui au-dessus du Proche et du Moyen-Orient, et il ira très probablement au-dessus du Pacifique. La crise du Proche et du Moyen-Orient est essentiellement préoccupante. Je ne vais pas entrer dans le détail, mais on a à la fois le conflit israélo-palestinien, on a l'Irak, on a l'Afghanistan, on a le Pakistan, et derrière tout ça, on a l'Iran et la tentation nucléaire de ce pays. Et donc, la question qui va se poser, c'est de savoir comment le dialogue va s'établir entre la nouvelle administration américaine et les autorités iraniennes. Et il est certain que le risque d'une conflagration qui existait jusqu'à l'élection du président Obama, la tentation israélienne de préempter une décision américaine, tout ceci doit être pris en compte pour notre appréciation de la situation mondiale. Sur l'Asie, j'ai été très impressionné par l'intervention de M. Wu Jianmin. Il a montré quelle était la vision de la Chine sur l'avenir et j'espère effectivement qu'on ira vers la coopération entre la Chine et le reste du monde. Et c'est d'ailleurs ce qui apparaît aujourd'hui dans ce que nous voyons. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la Chine, aujourd'hui, n'est pas comparable du tout, là je me mets dans une approche stratégique, à ce qu'était l'Union soviétique. Avant, l'Union soviétique était une puissance essentiellement stratégique, militaire. Aujourd'hui, nous avons un grand pays, la Chine, qui est à la fois et d'abord une grande puissance économique et qui en même temps, progressivement, devient une puissance stratégique, une superpuissance stratégique. Et donc, nous aurons à terme dans le monde deux superpuissances qui sont des superpuissances que je pourrais qualifier de complètes. Et à ce moment-là, se posera la question de la coopération ou de la confrontation entre ces deux pays. Je pense que nous ne pouvons pas écarter de notre vision cette perspective, même si aujourd'hui nous voyons bien que tant du côté chinois que du côté américain, les choses sont je dirais, à la stabilisation. Bon. La dernière question que je voudrais citer en termes purement géopolitiques, c'est la question nucléaire, qu'il ne faut pas oublier. Nous avions les 5 puissances nucléaires qui étaient les membres permanents du Conseil de sécurité. Bon, il s'y est ajouté Israël à l'évidence.
le Pakistan, l'Inde. Maintenant, nous avons la Corée du Nord, elle s'est rappelée à l'opinion publique ces derniers jours, et nous avons la crainte à propos de l'Iran. Alors, est-ce que nous serons capables de gérer cette prolifération, pour l'instant relativement limitée, et est-ce que cette prolifération, enfin cette situation qui résultera des évolutions dans les 5 ou 10 années à venir, fera un monde plus stable ou un monde qui pourrait être confronté à des situations tout à fait dramatiques. Alors, si j'en viens maintenant quelques mots sur la gouvernance mondiale, moi ce qui me frappe, c'est qu'on a une superposition, on a au sommet les Nations Unies et les grandes organisations qui sont liées, le FMI, l'OMC, etc. On a ensuite, on a parlé ce matin du G7, G8, G20. On a après un très grand nombre d'organisations régionales qui ont des vocations multiples, et puis on a les pays eux-mêmes. Au fond, on a une très grande complexité, et je crois qu'il ne sert à rien de lutter contre cette complexité. Il faut que nous jouions avec la flexibilité et en utilisant les organisations qui sont, à un moment donné, les mieux aptes à résoudre les questions qui se posent. Et c'est pour ça que nous ne devons pas hésiter, me semble-t-il, à promouvoir cette idée d'une initiative atlantique, même si nous voyons bien qu'elle va s'ajouter à beaucoup d'organisations ou d'initiatives déjà existantes. Quant à la sortie de crise, et ce sera ma conclusion, évidemment, elle va dépendre de la durée et de la profondeur de la crise. Cette crise, elle a des effets sur la stabilité interne des États, elle a des effets sur la montée des extrémismes dans le monde, il peut y avoir des conséquences géopolitiques qui en découlent, on l'a vu dans des très grandes crises mondiales précédentes, et puis il me semble que se pose la question monétaire qui a été soulevée encore récemment par le Brésil et la Chine. Alors, la question qui se pose est de savoir comment on va affronter cette nouvelle perspective mondiale. Est-ce qu'on va aller vers un resserrement des pays sur leurs intérêts, la défense de leurs intérêts, ou est-ce qu'on va aller vers le multilatéralisme, vers la coopération, voire le partenariat? Ce que nous avons entendu ce matin me laisse penser, ce que je vois moi-même me laisse penser qu'on est plutôt sur une voie de coopération, et la nouvelle présidence américaine, à cet égard, a déjà donné des signes très importants, mais c'est une question fondamentale pour l'avenir. Dans quel type de relations mondiales, de coopération, nous allons nous trouver? Voilà, je vais en tenir là. Voilà ce que je voulais dire en quelques minutes ce matin, enfin tout à l'heure, avant d'entrer dans cette table ronde. Alors cette table ronde, cette fois-ci, nous amérissons dans l'Atlantique. Et la question qui est posée, le titre de cette table, c'est quelle est la pertinence de l'espace atlantique? Et c'est évidemment au cœur du débat de ce colloque.